Bonsoir. À la une de cette édition, les hépatites virales, cette maladie qui peut endommager le foie si elle n'est pas dépistée et prise en charge tôt. Nous parlerons également de la balnéothérapie avec un kinésithérapeute. Mais tout de suite, dans On est en forme, quelques bienfaits du pamplemousse nous seront dévoilés. C'est toujours un plaisir de vous savoir à l'heure de la santé. Bienvenue à tous. Docteur Issole Ketchao, bonsoir. Bonsoir Olive, Vous êtes nutritionniste diététicien c'est ça. et vous allez nous dire tous les bienfaits de la pamplemousse ce soir, n'est-ce pas? Oui. Alors, que devons-nous savoir? La pamplemousse, cet agrume a bienfaits multiples. Nous devons savoir qu'il regorge beaucoup d'éléments nutritifs qui font du bien à notre organisme, c'est-à-dire à notre bien-être. La pamplemousse regorge des antioxydants comme les vitamines C, la vitamine A. Alors, comme les antioxydants empêchent l'oxydation des mauvais cholestérol, c'est-à-dire que le dépôt des mauvaises graisses dans nos vaisseaux sanguins. Vous voyez. Alors donc, déjà, avec ceci, nous pouvons dire que la pamplemousse est très bonne pour les maladies cardiovasculaires cérébrales. C'est-à-dire que ça empêche l'artériosclérose, le bouchage des vaisseaux, l'endurcissement des vaisseaux sanguins. C'est ce que nous appelons l'artériosclérose. Autrement dit, ça favorise la bonne circulation sanguine. Exactement. Donc, ça empêche que les mauvais cholestérol bouchent nos artères et qui compliquent la circulation sanguine. Voyez-nous. Alors, donc, ça, c'est les premiers bienfaits. En dehors de ça, la vitamine C, c'est très bon pour la santé du foie, les os, les globules rouges, ainsi de suite, accompagné de la vitamine A, voir les yeux et tout consort. Le cœur aussi, ça lui fait du bien. Bon, ajouter à ces minéraux, comme le calcium, et le magnésium, le potassium, qui sont des éléments alcalins, c'est-à-dire qui permettent une bonne élimination de l'acide urique à travers les reins. Donc, tout ça, ça rentre dans les bienfaits de ce système cardiovasculaire cérébral. Qui peut consommer la pamplemousse? Des enfants au jeune âge, tout comme les vieux, sont appelés à la consommer parce qu'elle regorge beaucoup d'éléments. Quand nous allons prendre ces éléments, que ce soit les flavonoïdes qui permettent une bonne circulation sanguine, c'est des antioxydants aussi qui empêchent la formation des caillots de sang et pour la santé des yeux. Les enfants en ont besoin. Alors donc, la croissance pour le maintien de ces os, que ce soit du jeune âge jusqu'au vieux, on en a besoin. Et surtout, les maladies cardiovasculaires cérébrales. Et comment doit-on la consommer pour profiter de tous ces bienfaits? Pour profiter de ces bienfaits, il y a plusieurs manières de la consommer. Nous conseillons que ça soit à jeun, parce que ces éléments sont alcalins. Donc, si vous prenez un aliment qui crée de l'acidité dans le système digestif, quand vous allez prendre du jus, l'organe ne profitera pas assez de ces éléments. Elle dispose de la fibre et la fibre se trouve dans la couche blanchâtre. Soit on mâche la fibre et quand on veut mâcher la fibre, souvent c'est après un repas. Elle est non soluble et ça permet de faire bien les selles. Non seulement ça, les graisses abdominales, c'est-à-dire qui se trouvent à l'intérieur du système digestif, seront éliminées. Et donc, on doit prendre le jus de pamplemousse dilué ou bien on en prend à sec? On peut diluer ou bien on peut prendre le jus seulement. Ça passe. C'est sans restriction. Oui. Mais seulement ce que nous ne conseillons pas d'associer à cela,
c'est le sucre raffiné, le sucre en poudre. Quand vous l'associez, le sucre est acide et ça ne permettra pas une bonne absorption de ces éléments nutritifs. Donc, vous nous conseillez ce soir de prendre le jus de pamplemousse, mais sans sucre. Exactement. De mâcher les pépins de pamplemousse. Exactement. Merci beaucoup, Dr. Esodeke Chao. Merci. Merci pour ces précieux conseils. Merci. À très bientôt. Merci. Lorsqu'on classifie les maladies, certaines évoluent à bas bruit. C'est le cas des hépatites virales, un véritable problème préoccupant selon l'Organisation mondiale de la santé qui estime qu'environ 3500 personnes meurent chaque jour des suites des hépatites virales, 1,3 million de personnes environ par an. Qu'est-ce qui provoque donc ces hépatites? Comment savoir qu'on en est porteur? Pourquoi autant de contamination malgré les mesures préventives efficaces qui existent? Et qu'est-ce qui reste à faire par l'Organisation mondiale de la santé pour atteindre son objectif qui est éradiquer d'ici à 2030 les hépatites virales sur notre planète? Autant de questions qui trouveront réponse ce soir avec notre invité. Merci pour cette fidélité sans cesse renouvelée à ce magazine. Comme invité ce soir, je partage le plateau avec M. Bonou Tobossi. Il est hygiéniste alimentaire et responsable d'un mouvement de lutte contre les hépatites ici au Togo. M. Bonou, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir également à toute l'audience de la TVT. Mais écoutez, merci pour cette perpétuelle disponibilité dont vous faites preuve chaque fois que nous vous faisons appel pour répondre à nos questions ou éclairer nos téléspectateurs. Tant que c'est pour la bonne cause, on est prêt. Et avec vous, nous allons parler des hépatites. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce soir, voici quelques informations recueillies sur les hépatites. J'ai entendu parler des hépatites dans la ville de Lomé. Quelqu'un qui a déjà attrapé l'hépatite, il boit l'eau avec un verre, il dépose, quelqu'un aussi prend ça, eux aussi, il peut contaminer à ça. La sensibilisation sur les hépatites se passe sur bon nombre de canaux, à la télévision, dans les hôpitaux, même à l'église. J'ai déjà entendu parler des hépatites à l'église aussi. À ma connaissance, il y a 3 sortes d'hépatites, qui sont l'hépatite A, l'hépatite B et l'hépatite C. Une hépatite se transmet par la salive. C'est une maladie virale qui s'attaque au foie. J'ai jamais connu une personne qui a eu l'hépatite. De ne pas s'embrasser à tout vent, d'essayer de faire le test de dépistage de l'hépatite, c'est très important parce que quand la maladie est découverte très tôt, c'est plus facile de la traiter. Sur les bancs de l'école, on nous a dit, quand tu trouves une fille et que tu l'embrasses et tu fais ça à beaucoup de filles, là, tu peux attraper l'hépatite B. Donc, c'est pas bien d'embrasser toutes les filles. Au moins, il faut avoir seulement une copine. Je ne sais pas combien d'hépatites il y en a. Je n'ai jamais vu une personne qui a attrapé l'hépatite B. Si j'ai un conseil à donner à mes amis, donc, le conseil qu'on m'avait donné sur les bancs de l'école, c'est que quand tu es homme, il ne faut pas trouver une fille et que tu embrasses comme ça. Au moins, il faut faire des tests d'abord pour voir s'il y a une maladie, par exemple l'hépatite B, avant de l'embrasser. C'est qu'on m'a appris, parce que c'est transmis par voie orale. On peut prévenir ça, mais guérir, je sais. Il y a plusieurs sortes d'hépatites, mais celui que je connais, c'est l'hépatite virale B. Ça se transmet par les salives. On peut éviter les hépatites en évitant. Donc, c'est pas bien d'embrasser toutes les filles. Au moins, il faut avoir seulement une copine. Je ne sais pas combien d'hépatites il y en a. Je n'ai jamais vu une personne qui a attrapé l'hépatite B. Si j'ai un conseil à donner à mes amis, donc, le conseil qu'on m'avait donné sur les bancs de l'école, c'est que quand tu es homme, il ne faut pas trouver une fille et que tu embrasses comme ça. Au moins, il faut faire des tests d'abord pour voir s'il y a une maladie, par exemple l'hépatite B, avant de l'embrasser. C'est qu'on m'a appris, parce que c'est transmis par voie orale. On peut prévenir ça, mais guérir, je sais. Il y a plusieurs sortes d'hépatites, mais celui que je connais, c'est l'hépatite virale B. Ça se transmet par les salives. On peut éviter les hépatites en évitant de s'embrasser partout, de manger avec les mêmes cuillères sans bruit. Je pense qu'on peut guérir les hépatites.
Monsieur Mathieu, la population togolaise, du moins ça, ceux que nous avons interviewés ont des informations sur les hépatites et les moyens de contamination et les moyens de prévention. Est-ce qu'ils ont dit l'essentiel? Merci beaucoup. Il faut avouer que beaucoup de choses ont été dites, seulement qu'il faut certaines précisions et des apports. Dites-nous d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'une hépatite? Une hépatite, c'est une maladie de foie, généralement de type inflammatoire. Maintenant, les causes vont donner les qualificatifs à ajouter à l'hépatite pour savoir si elle est médicamenteuse, si elle est virale, si elle est alimentaire et tout ce que Et quelles pourrons sont citer. justement les causes des hépatites? Nous allons les regrouper en 5 grandes formes. Nous avons l'hépatite alimentaire, qui est due à nos pratiques culinaires, à nos pratiques agricoles. Lorsque aujourd'hui nous sommes habitués à faire nos champs ou bien nos cultures avec l'usage des herbicides, des engrais chimiques, tout ce qu'il y a comme traitement qu'on fait pour les cultures vivrières au champ et qui est d'origine chimique, ça va se retrouver au finish à table dans nos aliments. Dans les aliments. Et donc, c'est le foie qui constitue l'un des organes épurateurs du corps humain. Et donc, c'est lui qui va réceptionner ces poisons-là, essayer de les évacuer avec l'aide des reins. Et donc, à un moment donné, lorsqu'il est surchargé, vous allez développer une hépatite alimentaire. Et donc, pour la cuisine, par exemple, lorsque vous êtes habitué à utiliser des huiles de mauvaise qualité, attendez-vous à développer des maladies de foie. Vous utilisez le cube synthétique en excès, attendez-vous à développer ce genre de maladies. Vous utilisez certaines protéines carnées, toujours en excès, ou bien de la graisse animale. Protéines carnées, ce sont les viandes. Les viandes. Lorsque vous prenez la graisse animale, par exemple, la graisse de porc, la graisse de mouton, de chèvre, vous risquez de développer des maladies alimentaires pour votre foie. Nous avons l'hépatite médicamenteuse, où beaucoup de médicaments sont susceptibles de causer des dommages pour le foie. Lorsque nous prenons les médicaments synthétiques, en pharmacie, on a au moins 1300 médicaments qui peuvent porter atteinte sur le foie lorsque on ne sait pas en faire usage. Et le chef de file de ces médicaments, c'est le paracétamol. Lui seul fait plus de la moitié des dégâts que le foie subit de la part des médicaments. Mais quand on a mal à la tête, quand on ne se sent pas bien, c'est du paracétamol qu'on prend facilement, en automédication d'ailleurs. Oui, il y a un dosage qu'il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas aller à plus de 6 comprimés de 500 mg de paracétamol en 24 heures. Et il ne faut pas aussi en prendre pendant longtemps. Voyez-vous? Donc, le dosage et la durée de prise du paracétamol sont en jeu lorsqu'on parle de l'atteinte du foie par le paracétamol. Nous avons aussi plus d'une cinquantaine de plantes qui sont répertoriées toxiques pour le foie. Il faut se confier à un soignant ou bien à quelqu'un qui est du domaine. Donc, il faut faire attention à l'automédication. Et l'hépatite alcoolique, où même dosée à 1%, une boisson alcoolisée est dangereuse pour le foie. Mais on est habitué à prendre des boissons alcoolisées, que ce soit la bière, que ce soit le vin, que ce soit les boissons locales. Ce sont des boissons qui peuvent aussi porter atteinte pour le foie. Attention aux boissons énergétiques qui sont maintenant sur le marché et dont la jeunesse raffole, parce qu'après prise, on a une vigueur donnée. Les produits synthétiques qui sont utilisés pour ces boissons-là sont des produits dangereux pour le foie. Il y a l'hépatite auto-immune. Vous naissez avec cette maladie-là. Il n'y a pas un facteur extérieur qui est en jeu. Il n'y a pas l'alimentation qui est en jeu, il n'y a pas la boisson qui est en jeu, il n'y a pas le médicament qui est en jeu. Vous venez au monde avec ça. On parle d'hépatite autodestructrice. Il y a une substance sur les cellules du foie qu'on appelle HLA2. Et c'est cette substance-là que l'organisme considère comme corps étranger. Et donc, il envoie ses soldats aller détruire cette substance-là. Alors que ce faisant,
ce sont les cellules du foie qui sont détruites, c'est le foie qui, par derrière, est détruit. Donc, ça fait une hépatite autodestructrice. Et la dernière gamme, c'est l'hépatite microbienne. Le paludisme, c'est une hépatite parasitaire. C'est dans le foie que le paludisme se développe. La dengue, c'est une hépatite virale. Nous avons des bactéries qui affectent aussi le foie jusqu'à ce qu'on observe des abcès au niveau du foie. Donc, l'abcès hépatique, ça peut être dû aussi à des microbes. Et on a les virus, certains virus. Le virus A, hépatite virale A. Le virus B, hépatite virale B. Le virus C, hépatite virale C. Le virus D, delta, hépatite virale delta. Et le virus E, hépatite E. C'est là qu'on parle d'hépatite virale. Mais chez nous ici, en Afrique de l'Ouest et principalement au Togo, ce sont les virus B et C qui sévissent. Mais il y a la transmission aussi de la mère à l'enfant, à la naissance. Oui, les modes de transmission pour l'hépatite B comme pour l'hépatite C, il y a deux grands modes qui sont la voie sexuelle et la transmission de la mère à l'enfant lors de l'accouchement. Parce que le liquide dans lequel le bébé baigne dans le ventre, le liquide amniotique est infectieux. Les mesures qu'on prend pour le VIH, prévention et transmission mère-enfant VIH, elles sont presque les mêmes pour la transmission de la mère à l'enfant pour l'hépatite virale B, tant que pour l'hépatite virale C. Nous avons entamé donc les modes de transmission. Oui. Vous venez de parler de la transmission par voie sexuelle. Alors, voilà, l'une des voies majeures qui laisse passer ces virus-là, la transmission de la mère à l'enfant, la charge virale au niveau de la salive est petite. Mais c'est possible que ça infecte. Comment? Le virus ne vit pas dans la salive de façon automatique. C'est lorsque vous vous brossez et que vous vous blessez les gencives, il y aura des lésions. Le virus peut passer à travers la lésion et rester dans la salive. Parce que c'est un virus qui survit dans plusieurs liquides. Et donc, lorsqu'il est dans la salive et que vous embrassez une personne, le risque de lui transmettre ce virus-là est élevé. Ça fait 3 grandes voies que nous venons de citer. 6 000 personnes sont infectées chaque jour par les hépatites dans le monde. Qu'en est-il ici au Togo? Les chiffres sont-ils aussi alarmants? Au Togo, on a 14% de sujets sur le plan national qui sont infectés par l'hépatite virale B. Et il y a des poches de 25 à 45% sur le territoire. Et donc, il faut que les sensibilisations soient vraiment portées à cette population-là pour qu'on estime ralentir. Une régression. Voilà. Pour l'hépatite C, c'est 3 à 5%. Mais même si c'est à 1%, il faut quand même faire des actions. On ne va pas attendre que ça atteigne 10, 20% avant de commencer par courir de gauche-droite. Il y a le virus D, delta, qu'on retrouve aussi chez certaines personnes, mais ce n'est pas encore si élevé par rapport aux deux autres qu'on a cités. Je vous propose le témoignage de 3 patients chez qui on a détecté les hépatites. Ils nous expliquent les symptômes, la démarche thérapeutique et comment ils se portent aujourd'hui. Fièvre typhoïde. Alazma bejala mawalo buwa wabu mawalo le sana sisinao che sisinao okodogota le sisinao abe dala ba mai ko eli na be dala osobe na be daba galole are soromna ala black sochi pile yule obaze ogomale ile uno ga laborantin ele ese abaze kono onanase abede palune ke sanu obale les chalmne emaze ko donna ko we ba ko se hepatite ka fay ele la bal boy benale boy bele eyam sumongo le madame mongo male eleze manda chalmle emazele ena fièvre typhoïde ele edana hépatite de besedole le bu kparung le
te der ko campus de rogota cha be finis nanza ne bu ko bu cho waile ba we him se pabla bo kwa nyoyo sima njoni ya wale akaka ne eko feyo kwa nyoyo mbo ro palu la kun mo ki malabe hépatite ngo malabe clinique na ko da tom loro se be fait wal mala campus se be fait mo le to kwa na mala se be fait ele palu gba mo bo hore pinyam sun pem mo ngo chinala mana tajawe ega fero china bele wasum analyse wa hims mande to institut d'hygiène wali del mol malaberen mongona elase mala échographie bochana mande hozung da holung dan bana takai senze ba mazi chalmyo hépatite B wayo mangaleluna dia wo monjolo bia le koron fait gasum bia loro ouais ministre mandaron c'est quoi moi Enonya edo 85 ans. Donc a oyombe palu il est défouné. Donc mi ya ebe mu le dunucho. Ba nyomi pratique edo le fie vitamine tike kudonu kwa bitike mi soveneli village mi jo gbova. Gabo c'est 2 mois après ne ko ga yomi ke be la même le connu. Elle est gazée pour dire les nous quoi. Il faut avoir be afocha etene. Le globe noué. Même non. Et nous a maté non et nous. Donc les kebele gazé am les notes les gazé elle les sera. Télé dun chori no faible. Et mi préfère conduire la vie. Que mi préfère on la tique ko ton ami. Donc que mi pratique ya que be va les ans pour be et nous que les ouya et peut balé pour doit balé gonfler le dit son ou les kebele ça donc il t'a dit les quoi mais donc que va analyse et be tonami be hépatite C belele be indiqué docteur agbona bi mi a pleva ma bena on la tique do nami kebele nuya ça va ami ou échographique on va suivre les photos mais et une que macha magba no la te do si abota de l'ene o la te sinamine mingba biacha mingba te bewa ni de kukuna one atekpere nyanti. Je veux dire la fois sur le papier, je ne suis pas en bonne santé. J'ai été à l'hôpital pour faire une analyse pour avoir celui qui me gêne et puis va écrire les médicaments. Je veux payer. Et puis ils ont demandé une analyse, j'ai fait. C'est la diarrhée. De analyse, il dit que tu prends trop d'alcool. C'est à cause de ça, si j'ai pris la nourriture, dans mon ventre, là où les choses restent, là-bas, ce n'est pas bon. De prendre des médicaments. C'est mercredi, je suis arrivé ici. Il dit que je vais faire photographie. J'ai fait photographie. Ils ont fait photographie. Il dit que je prends trop d'alcool. Au fait, les produits qu'il m'a donné, je suis parti, j'ai pris ça. J'ai vu que ça calme un peu. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Tobossi, de ce témoignage, je retiens 3 choses. Les signes qui sont similaires aux symptômes du paludisme, vomissement, diarrhée. Quand on fait les analyses, on découvre la fièvre typhoïde. Cette dame, elle a traîné cette maladie pendant 19 ans, après qu'elle ait perdu son mari des suites des hépatites. Elle-même, elle a fait 5 fois les analyses qui ont révélé une fièvre typhoïde jusqu'à ce qu'elle voit un spécialiste qui lui a conseillé plutôt d'aller faire les analyses à l'Institut d'hygiène. Et c'est là qu'on découvre, après 19 ans de symptômes de paludisme et de fièvre typhoïde, qu'elle est porteuse d'une hépatite B précisément. La vieille de 85 ans, une hépatite C, avec presque les mêmes symptômes sauf les œdèmes et la présence de liquide dans le ventre. Le 3e témoin, lui, c'est une prise excessive d'alcool qu'on a détecté, ce dont nous avons déjà parlé. Plusieurs symptômes
qui se ressemblent. Comment faire la différence entre la fièvre typhoïde, le paludisme et les hépatites? Le syndrome palustre, le syndrome infectieux, le syndrome digestif, ça joue beaucoup de soignants. Si bien que les gens ratent le diagnostic des hépatites. Comme cela a été le cas chez la dame. Les gens ratent le diagnostic des hépatites. Et c'est dangereux pour le public. Lorsque vous avez certains symptômes qui sont par exemple la fièvre, les maux de tête, la fatigue, la courbature, la perte d'appétit, le goût amer, salé et autres, et que vous pensez au paludisme, il faut penser en même temps aux hépatites virales. Donc là où on demande la goutte épaisse pour le paludisme, il faut en même temps demander aussi l'antigène HBS pour le virus B, l'anticorps anti-HBC pour le virus C, pour voir s'il n'y a pas une infection hépatique aussi associée. Puisque les symptômes se ressemblent. Les symptômes se ressemblent. Donc, ça fait que beaucoup de gens passent à côté pour le diagnostic. Ce n'est que lorsque on est en présence de certains symptômes classiques, tels que la distension abdominale, où il y a déjà l'acide qui est là, ou bien les jaunisse. Voilà. Les urines qui sont très jaunes, les yeux qui sont très jaunes, les pieds qui sont déjà enflés. On parle d'œdème des membres inférieurs, que beaucoup de soignants maintenant commencent par recommander le dépistage des hépatites virales B et C. Devant un syndrome palus, il faut aussi chercher à voir s'il n'y a pas un problème hépatique associé. Sinon, beaucoup de gens meurent par faute de diagnostic. De bon diagnostic. Voilà. Et donc, il n'y a pas de symptômes classiques liés aux hépatites. Non, c'est ce qui fait qu'on parle de maladies silencieuses. Pas de maladies silencieuses parce que ces symptômes ressemblent tellement à ceux du syndrome infectieux, à ceux du paludisme, à ceux du syndrome digestif, où vous allez avoir les selles qui vont être dures, irrégulières ou bien trop liquides. Vous allez avoir la constipation. Donc, au moins, ceux qui sont les syndromes digestifs orientent certaines personnes. Mais, de façon générale, ces syndromes digestifs aussi peuvent être causés par une infection digestive, par une hépatite alimentaire, par une hépatite alcoolique. Et donc, pour les virales ou bien les microbiennes, il faut passer forcément au dépistage. Et donc, la dame qui a traîné son hépatite pendant 19 ans, avant qu'on ne pose le bon diagnostic, là, elle fait une hépatite chronique, n'est-ce pas? Si. Il y a aussi des hépatites aiguës. Oui. Quand est-ce que les hépatites aiguës surviennent? Le terme aigu et chronique, c'est par rapport au temps. Lorsque l'infection est à moins de 6 mois, entre 3 mois et 6 mois, on parle de maladie aiguë. Mais lorsque ça dépasse 6 mois, on parle de maladie chronique. Donc, la gravité n'est pas fonction du temps que ça fait chez la personne. Chez le patient. Et comment posez-vous le diagnostic? Le diagnostic des hépatites en dehors des signes cliniques, c'est le dépistage. Il est le même pour tous les types d'hépatites. C'est le dépistage. C'est le dépistage qui confirme le diagnostic. Et donc, de là, il y aura une prise en charge qui sera faite jusqu'à ce qu'on aboutisse au traitement. Donc, dépistage, bilan complémentaire. Lorsque c'est positif, on fait un bilan complémentaire. Et maintenant, de ce bilan, on pourra savoir quelle thérapie il faut appliquer. Et si c'est l'hépatite B, ce sera un traitement à vie pour la médecine classique. Pour l'hépatite C, ce sera un traitement de 3 mois. On guérit des hépatites. Oui, mais pas l'hépatite B. L'hépatite B, on traîne ça pendant longtemps. Oui, son traitement classique est à vie. Et il faut avouer que le traitement de l'hépatite n'est pas que médicamenteux. Justement. Voilà. Il y a l'hygiène alimentaire qui est là. Il y a le style de vie qu'il faut revoir. Lorsque vous avez l'hépatite et que vous ne faites que prendre les médicaments et que derrière ça, vous mangez n'importe comment, vous buvez n'importe comment, vous prenez de la cigarette, vous menez une vie qui ne va pas avec un malade de foie, mais dites-vous que vous êtes en train d'écourter votre séjour. Parce que hépatite virale associée à hépatite alimentaire, associée à hépatite médicamenteuse, dites-vous, le cocktail est explosif.
Les hépatites peuvent-elles agresser le foie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir toujours son foie en bonne santé? Suivez les explications du professeur colonel Yves Bagny et on se retrouve juste après. Le foie, c'est le plus gros organe plein de la cavité abdominale. Son importance n'est pas liée à son volume, mais beaucoup plus aux fonctions que le foie a dans la vie de tous les jours. Le foie a plusieurs fonctions. L'une des fonctions principales du foie dans l'organisme, c'est de détoxifier le sang. Et les toxines, ça peut provenir des médicaments que nous prenons. La détoxification, ça peut être également par rapport aux aliments, par rapport aux boissons. Le foie joue également un rôle très important dans la mesure où il participe à la synthèse de certaines, disons, substances qui sont nécessaires à la vie de tous les jours. Le foie également synthétise sinon stocke des vitamines. Le foie participe à la synthèse des immunoglobulines. Et à ce niveau en particulier, il faut retenir que ces immunoglobulines jouent un rôle important dans le système de défense de l'organisme. Mais le foie participe également à la synthèse des facteurs de coagulation. À un moment donné, si vous avez un foie malade qui n'arrive plus à synthétiser correctement les facteurs de coagulation, bien entendu, une petite lésion peut saigner pendant longtemps et donc faire courir au patient ou alors à celui qui est blessé le risque de perdre beaucoup de sang et par conséquent, il est possible aussi de perdre la vie comme ça. L'agression la plus dangereuse pour le foie en termes de, je vais dire, de germes, c'est l'atteinte virale. Et quand on prend l'atteinte virale, c'est en particulier des virus B, C, D, qui sont des virus que nous appelons les virus de l'hépatite virale. Il n'y a que le virus B, le virus C et le virus D qui sont très dangereux pour le foie. Donc il va y avoir la présence de ces virus-là dans le sang au-delà de 6 mois après leur entrée dans l'organisme. L'atteinte chronique du foie par les virus de l'hépatite B, l'hépatite C et l'hépatite D delta peut aboutir à la cirrhose et parfois, sinon, dans notre contexte, très souvent au cancer du foie. Les deux complications qui sont redoutables, qui sont mortelles. Mais entre-temps, je voudrais préciser qu'en dehors des virus, il y a d'autres situations qui peuvent donner la cirrhose ou le cancer du foie. C'est l'alcool, l'alcoolisme chronique. Un foie dans lequel on retrouve beaucoup de graisse. Pour ne pas arriver au stade ultime, la meilleure façon, c'est de pouvoir éviter ces virus-là. Pour éviter ces virus, il faut encore connaître leur mode de contamination. Le virus de l'hépatite B est un virus qui se contamine, sinon, le mode de transmission principal, c'est la voie sanguine. C'est-à-dire que vous êtes piqué, coupé par un objet piquant ou tranchant, souillé de sang contaminé, eh bien, vous allez avoir l'hépatite B ou l'hépatite C. La transmission du virus peut également se faire banalement à travers des objets comme par exemple les aiguilles. Vous êtes allé chez votre coiffeuse, vous coiffez, faire un tissage par exemple, mais ce n'est pas avec votre propre matériel. Si ça, c'est un matériel à usage multiple, vous pouvez avoir le virus. Vous allez chez votre coiffeur sans votre tondeuse personnelle, si c'est une tondeuse à usage multiple, que ce n'est pas désinfecté comme ça se doit, vous pouvez avoir l'hépatite virale B ou C. Vous allez faire un tatouage ou bien un piercing. Si ce n'est pas fait avec du matériel à usage unique, on peut avoir l'hépatite B ou l'hépatite C. Voilà les modes de contamination de ces virus-là qui parfois sont banalisés, mais qui font que le virus continue pas à circuler dans la population. Vous avez votre matériel à usage unique pour le tissage, les piercings, les tatouages, ou bien, je vais dire, coiffure, manucure, pédicure, tout ce que vous voulez. Le port des préservatifs pour éviter la contamination sexuelle, mais aussi le dépistage de la femme enceinte pour prendre des dispositions pour que le nouveau-né ne soit pas contaminé
au moment de l'accouchement. Donc, il est très important pour nous, adultes, de faire quoi? De connaître notre statut sérologique en allant nous dépister. Selon les explications du professeur Bagny, les hépatites peuvent entraîner des complications. Si. Quelles sont ces complications, mis à part la cirrhose de foie ou le cancer de foie? Lorsque vous prenez les cellules du foie, par exemple, il y a ce que nous appelons la stéatose, qui est d'origine alimentaire, le plus souvent. Les 5% des cellules du foie sont infiltrées par la graisse. Vous êtes en train de faire aussi une complication de l'hépatite virale. Et donc, cette complication est d'origine alimentaire. Ou bien, lorsque vous êtes diabétique associé à l'hépatite, vous pouvez aussi faire cette évolution vers une stéatose. Parce que le foie, il fait ce qu'on appelle la lipogénèse. Lorsqu'il y a un surplus de sucre, le foie transforme ça en graisse. Et donc, cette graisse-là n'est pas une bonne graisse, elle ne sera pas éliminée. Et donc, ça va infiltrer les cellules du foie, ça va se déposer sur le pourtour du foie, et quand on va faire l'échographie, on va découvrir qu'il y a une stéatose, qu'il y a une collection, un dépôt de lipides sur votre foie. Et si rien n'est fait, ça peut évoluer et endommager le foie d'une manière générale. Et entraîner la mort. Il y a d'autres types d'évolution aussi. Lorsqu'on prend la cirrhose du foie, par exemple, il y a des vaisseaux sanguins qui sont dans le foie, qui permettent la circulation du sang dans le foie. Quand le foie commence par devenir dur comme une pierre, la circulation sanguine y est difficile. Et donc, le sang qui quitte l'intestin, qui remonte, qui vient au niveau du foie, ne trouve pas le passage. Le sang est composé de l'eau et des cellules. Donc, quand ça ne trouve pas le passage, l'eau va sortir des vaisseaux sanguins et se collecter dans l'abdomen. Et puis, on commence par avoir l'acide, la collection acétique, et le ventre commence par être distendu. On va ponctionner, ça se reconstitue, on ponctionne jusqu'à ce que, si le traitement ne marche pas, ça va emporter le sujet. On retrouve aussi ces œdèmes au niveau des pieds parfois. Quand le sang descend jusqu'au niveau des pieds, le cœur qui devrait le pomper, le retour veineux ne se fait pas, on a une stase veineuse au niveau des pieds. Tous les organes peuvent être touchés lorsque votre hépatite est en train d'évoluer. Donc, le cœur peut être touché, les reins peuvent être touchés, et le pancréas, la race, le cerveau, tout ce qui a comme organe sur nous est susceptible d'être touché lorsque nous faisons une hépatite qui est en train d'évoluer. D'où l'importance d'accentuer encore la sensibilisation. La sensibilisation. Pour ne pas en arriver là. Oui, le meilleur traitement pour l'hépatite, c'est de ne pas laisser ces virus-là venir s'installer. Donc, ça passe par la prévention. Les médecins se battent au quotidien, les associations, ou bien certaines associations se battent au quotidien, certains mouvements, comme le vôtre, se battent au quotidien pour aider ces personnes souffrant des hépatites à avoir des médicaments à moindre coût. Est-ce que la situation du citoyen togolais porteur du virus des hépatites a amélioré? Il faut avouer qu'il y a des efforts qui ont été faits. Lorsque nous prenons le traitement de l'hépatite C, qui est de 12 semaines, ou bien 3 mois, sur le plan mondial, l'OMS retient 100 000 francs pour tout le traitement. Mais au Togo, on est encore à au moins 500 000 francs pour le traitement de l'hépatite C. Je dis bien 500 000 francs, ce qui fait à peu près 170 000 francs la boîte de 28 comprimés. Et c'est disponible dans les pharmacies. Mais le coût fait que les gens n'arrivent pas à l'acheter. Pour le virus B, par exemple, on demande à ce que ça soit 1300 francs le traitement mensuel. C'est un plaidoyer? C'est ce qui est retenu par l'OMS. Mais on est à 10 à 20 000 francs par mois ici. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'État que les prix vont être baissés ou bien c'est au niveau des pharmacies que un plaidoyer va être fait pour que ces prix reviennent vraiment accessibles aux populations. Pour qu'au lieu de 170 000, ça puisse être à peut-être 35 000. Ceux qui ont les assurances maladie, là aussi, on va profiter et dire merci à l'État. Parce que ceux qui ont les assurances maladie, au lieu de 170 000, ils dépensent
30, 40 000. Donc, il y a une grande partie qui est prise par les assurances. Les bilans aussi, parce que c'est encore autre chose. Avant le traitement, il faut le bilan. Et c'est au moins 100 000 francs pour faire ces bilans-là. Si l'assurance aussi prend une grande partie, ça va soulager le citoyen lambda et puis il va pouvoir se mettre sous traitement. Nous sommes certains que ce message important est allé à qui de droit. Ouais. Nous avons parlé des hépatites, nous avons effleuré déjà la prévention, mais de façon succincte, comment prévenir toutes ces hépatites? L'hépatite C se transmet de sang à sang. Et donc, quand vous n'êtes pas au contact du sang d'un sujet infecté, vous n'allez pas prendre l'hépatite virale C. La prévention, d'une manière globale, pour le virus B, il faut faire le vaccin. Dépistage, si c'est négatif, vous faites le vaccin. Le vaccin qui doit être fait en 3 doses minimum. Lorsque le dépistage est encore à plus de $1, il y a encore à faire. Parce qu'à l'Institut d'hygiène, le dépistage est à 5 500 francs. Alors qu'on recommande à ce que ça soit à moins de $1, donc moins de 550 francs. Donc, on est encore à 5 500 francs sur le territoire. Heureusement qu'il y a encore des associations, bien des mouvements qui offrent gratuitement même ce dépistage-là, ou bien qui les proposent à des prix très réduits. Encore faut-il avoir l'information. Il faut que l'information circule. Voilà. Et donc, on demande à ce que les prix soient revus déjà à partir de notre institut d'hygiène, qui est le centre de référence national, pour que les autres centres aussi suivent le mouvement, pour aussi baisser les prix, pour que les populations puissent aller se faire dépister et aussi se faire vacciner. Le message essentiel pour la prévention, c'est le diagnostic, le dépistage. Le dépistage. Chacun doit faire l'effort de se faire dépister et se faire vacciner. Si même négatif. les enfants. Même les enfants. Si. Pour les enfants, c'est inclus dans le programme élargi de vaccination. Quand on est porteur de virus de l'hépatite, que faut-il privilégier comme aliment? Que faut-il éviter? Quels sont les comportements, les bons gestes à adopter? Lorsque vous êtes hépatique, surtout d'origine virale, il faut revoir les lipides. Il faut revoir l'alcool. Il faut revoir les assaisonnements synthétiques. Il faut réduire les amidons. Assaisonnement synthétique, c'est le cube. Je mets le cube dans assaisonnement synthétique. Il faut diminuer, il faut laisser tomber le cube. Il faut revoir les amidons surtout l'amidon de manioc. Éviter les boissons alcoolisées. Les boissons sucrées aussi, il faut faire attention pour que le diabète ne vienne pas s'associer à votre hépatite. Il ne faut pas faire beaucoup d'activités physiques. Donc, ne laissez pas votre hépatite vous amener à l'hôpital, mais amenez-la plutôt à l'hôpital. Il faut manger beaucoup de légumes aussi pour faciliter la digestion, l'évacuation des selles. Il faut manger beaucoup de sauces légumes. L'objectif de l'Organisation mondiale de la santé est d'éradiquer les hépatites sur notre planète d'ici à 2030. Est-ce qu'on est sûr d'atteindre cet objectif, vu les chiffres aujourd'hui? Les chiffres, c'en est un. 1 300 000 de personnes décès qui meurent chaque année. En 2022. Année. En 2022, le rapport de 2022 parle de 3500 décès par jour. Ça veut dire que ça fait 2 à 3 personnes qui meurent par minute. Donc, depuis qu'on a commencé cette émission, il y a déjà eu au moins 100 personnes qui sont déjà décédées dans le monde liées à l'hépatite. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse attention. Ces chiffres-là, que faire pour atteindre les objectifs de ce sont les actions qui vont permettre d'atteindre les objectifs. Lorsque le dépistage n'est pas accessible, lorsque le bilan pré-traitement n'est pas accessible, lorsque le vaccin n'est pas accessible, lorsque les médicaments ne sont pas accessibles, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Merci beaucoup. Monsieur Mathieu Topossi, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien de ce soir. Quel est ce dernier message? Je voudrais prier toute personne qui nous suit en ce moment, qui n'a pas encore fait son dépistage, de chercher un centre où le dépistage est possible. Et si c'est négatif, de se faire vacciner. Si c'est positif, d'aller voir un hépatogastro-entérologue qui va demander les bilans complémentaires et maintenant décider de la thérapie à suivre. Lorsque vous voyez à court de moyens pour réussir ces traitements-là, faites tout. Ne remettez jamais à demain la prise en charge des hépatites. Ça surprend. Mille
pour nous wetro ya sokudo ago be edonti veve toa ago ba bido nti emile pomposo oyona obe hépatite B ku hépatite C ye ne alekebe do ya lenti wa et rien va ikpo dokita e nya wola ne ba tamona o na teto e do ya be traitement di mgba no tene do ba kplo so ikonji o onto so na kodo wa so ikonji ne wa kpo egbo na o ne va ve me be e do am kpo lenti o wa alo ole se mi amiko ye omnya yare pe so kuro e do yanti o wa asite ava do hun opo akpora be e do ya le yenti ma ne mu le wa asi abota o si ne zeton hépatite C ya e hume yo bana ya le e ya mpodo abota o bien no to gbera be ne e ba abota ne ba va ne omgogo a meke zan lanu alo abui kweto wa ne omgogo ebe lanu wa omja ho alekebe do ndudu de o le a omu yina o ahasese mu yina o kamtete benu wa didi poto ne miate pedo akoanti ne chamate pedo mianti ne miate no agbe didi lo. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de santé d'abord. Et à très bientôt pour un autre sujet. C'est un plaisir pour nous. Au revoir. Bye bye. La balnéothérapie est une pratique sportive peu connue de certains d'entre nous. Quels sont les bienfaits de cette pratique sportive et quand est-elle conseillée? Nous en parlons ce soir dans la dernière partie de cette émission avec Monsieur Comblan Djidoula Clou. Il est kinésithérapeute au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. Monsieur Clou, bonsoir. Bonsoir, madame. Ça fait plaisir de vous revoir. Comment vous vous portez? Ça va bien, Dieu merci. Nous allons aussi bien. Et avec vous, nous allons justement parler de la balnéothérapie. Qu'est-ce que c'est concrètement, la balnéothérapie? La balnéothérapie, en fait, c'est une rééducation qui se déroule en piscine, dans une étendue d'eau bien sécurisée. Est-elle la même que l'aquagym? Oui, l'aquagym, en fait, c'est la gymnastique en général, mais qui se déroule dans l'eau. Mais lorsque cette gymnastique est utilisée pour traiter une maladie, ça devient la balnéothérapie. Et quels sont les bienfaits de l'eau? L'eau regorge d'énormes bienfaits. Ça facilite la réalisation des mouvements pour celui qui a du mal à faire les mouvements. Ça permet de se détendre. Ça permet de faciliter une bonne circulation sanguine et surtout la sensation de légèreté que celui qui est dans l'eau ressent lorsqu'il exécute les différents mouvements. Donc, ça permet de se faire plaisir tout en se faisant du bien. D'accord, se faire plaisir tout en se faisant du bien. Et quels sont justement les bienfaits de la balnéothérapie? Dans quel cas cette pratique est conseillée? La balnéothérapie, c'est un volet de la kinésithérapie. Dans tous les cas dans lesquels la kinésithérapie est conseillée, la balnéothérapie aussi peut être indiquée. Par exemple, lorsque le kiné reçoit un patient, c'est beaucoup plus pour restaurer sa mobilité. Il a eu à faire une maladie et maintenant, après la récupération, il faut retrouver sa marche, il faut retrouver ses mouvements. Le kiné est invité. Maintenant, au lieu que le kiné prenne ce patient sur une table de massage ou sur une table dans une salle de rééducation à l'hôpital, il peut décider d'amener ce patient dans l'eau où il l'aide à retrouver son autonomie en lui faisant faire différents mouvements compte tenu du cas ou de la maladie dont il a souffert. Même en neurologie, par exemple, pour les cas de paralysie, lorsque quelqu'un fait, par exemple, une hémiplégie, le kiné viendra lui faire les séances ou bien il ira suivre les séances de rééducation. Maintenant, au lieu que le kiné fasse ça en salle, il peut décider d'aller dans l'eau et le faire des mouvements qui vont l'aider à guérir de sa paralysie. Donc, c'est pratiquement la kinésithérapie dans l'eau. Justement, ces patients que vous allez regarder ont eu recours à la balnéothérapie après certains problèmes de santé. Ils nous racontent leur parcours. En 2022, j'ai eu un sérieux problème
que j'avais déjà depuis 2008, hein, mais là, j'ai eu une grave crise de sciatique. J'avais très mal et j'ai fait plusieurs infiltrations, mais ça ne marchait pas. La douleur quitte la lombaire, donc le bas du dos, et va jusqu'au mollet. Impossible de marcher. Je vous dis vraiment impossible de marcher sans avoir de douleur, une douleur tellement horrible. Je marchais même quand je devais sortir, j'étais en fauteuil roulant. Ça faisait très mal. Et donc, je suis allée voir le professeur qui est neurologue. Il m'a dit, on va essayer ceci. On va d'abord faire toute une batterie d'examens. Donc, on va faire un scanner et ensuite, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, on est parti, on a fait le scanner. Et il m'a dit, OK, c'est pas la peine d'opérer, on peut traiter avec la balnéothérapie. J'ai dit n'importe quoi, être juste dans l'eau, faire des mouvements et puis je vais guérir. Et puis, bon, je me suis lancée là-dedans. Donc, j'ai commencé en octobre 2022. Quand je suis arrivée ici, je ne marchais vraiment pas. C'est-à-dire, je fais à peine 5 mètres, je dois m'asseoir. Je fais 5 mètres, je dois m'asseoir. Et au bout de 2 mois, j'ai senti déjà un changement. Et je me disais, mais c'est magique parce que je nage déjà, je sais nager. Mais faire des mouvements dans la piscine qui peuvent impacter la trajectoire de la lombaire sur tout le long de la sciatique jusqu'au pied, c'était extraordinaire. Et au bout de quelques mois, j'ai recommencé à marcher normalement. Mais aujourd'hui, je continue à faire la thérapie pour un maintien et pour moi-même. Mais vraiment, on pense que c'est quelque chose de magique, mais c'est juste physique. Les mouvements ont un impact sur... je peux pas l'expliquer, mais c'est vraiment formidable. La balnéothérapie a changé ma vie, vraiment, vraiment, vraiment. Mais je dirais, vous savez, le coach qui nous suit, c'est ce dont nous avons besoin. Parce qu'il ne le fait pas juste par la bouche en disant, il va regarder les radios. Il va voir quels sont les exercices qui sont adaptés à notre problématique. Et donc, moi, je dirais à la personne, il ne faut pas penser que juste l'eau, c'est rien. Il y a un mécanisme qui se met en place lorsqu'on fait des mouvements dans l'eau. Et toute personne qui a des problèmes de douleurs cervicales, lombaires, etc., ou de pieds même, moi je conseillerais, il faut vraiment voir la piste de la balnéothérapie. C'est vraiment révolutionnaire. Il y a 1 an, j'ai eu un accident de la route. J'ai eu une fracture du cotyle. En fait, le cotyle, c'est vers la hanche. C'est un traumatisme qui a duré pratiquement 4 à 5 mois avant que je me rétablisse moyennement. Et 1 mois après mon opération, j'ai commencé la balnéothérapie. On a commencé les exercices dans l'eau, la marche dans l'eau. Je n'avais pas l'autorisation de m'appuyer sur ma jambe sans canne. Mais dans l'eau, c'était plus léger à cause de la poussée, tout ça. On a commencé 2 fois par semaine pendant 2 mois. Et j'ai constaté beaucoup d'améliorations. Aujourd'hui, je peux marcher normalement. J'arrive à conduire. J'arrive à faire mes activités comme je les faisais avant l'accident il y a 1 an. Pour la douleur, je dirais que elle est tolérable. Elle n'est pas à 100% partie, mais je peux vivre avec. C'est une douleur que je ne sens quasiment pas. Je dirais que tous ceux qui ont besoin de faire une séance de thérapie avec un kiné et qui le font de façon traditionnelle, avec la baléo, ça va plus vite. À entendre nos témoins, on comprend que la balnéothérapie est une méthode efficace de récupération après un certain nombre de mois. Quels sont les autres bienfaits de cette pratique sportive? Comme son nom l'indique, balnéo, ça veut dire qu'il y a un bain. Donc, il y a une immersion. Notre corps est un ensemble de cellules. Et ces cellules ont été créées dans l'eau quand on était dans le ventre de nos mamans. Et c'est quand la poche se rompt et qu'on constate l'écoulement qu'on dit « Ah, il est temps d'accoucher ». Donc, ça voudrait dire le fait de s'immerger va aider notre corps à se retrouver dans son milieu d'origine.
Et du coup, tout ce qui est anormal, tout ce qui n'était pas présent dans le corps lorsque nous étions dans le ventre de nos mamans est obligé de se corriger. Et on confère cela à la vertu de l'eau. Et comme c'est une kinésithérapie en piscine, pour que le kiné aide un patient qui a besoin de retrouver sa mobilité, le patient est obligé de faire les mouvements. Ou le kiné est obligé d'aider le patient à faire les mouvements. Et la sensation de légèreté qu'on ressent dans l'eau aide le patient à pouvoir facilement faire les mouvements. Et surtout, le milieu aquatique travaille le corps plus que le sol. Je m'explique. Lorsque on s'immerge, il y a une résistance de l'eau à qui on fait face, et cette résistance multiplie l'effort que nous faisons par 3. Oui, ou même au moins, il y a un paradoxe, ça ne se fait pas sentir. Donc, celui qui fait 30 minutes d'exercice, par exemple, dans l'eau, c'est comme s'il avait fait 1h30 au sol. Donc, ça voudrait dire, en termes de récupération, ça va plus vite dans l'eau. Ce que je vais gagner en 3 séances en salle, avec le kiné, en une séance, je peux l'avoir dans l'eau, et au même moment, ça ne se sent pas. Donc, ça encourage le patient à mieux s'investir. Je vais aussi commencer alors la balnéothérapie. Alors, cette pratique est-elle conseillée aux personnes âgées, aux femmes enceintes aussi? Cette pratique est conseillée aux femmes enceintes. Lorsque la femme est enceinte, avec les problèmes hormonaux qui vont s'installer, il y a une fatigue intense qu'elle ressent. Avec les jeux d'hormones, il y a une nervosité parfois inexplicable. Dans le milieu aquatique va les aider à se détendre parce que l'eau va agir sur la psychologie, ça va exciter avec le massage de l'eau, exciter la surface de la peau qui va les apaiser. Et de l'autre côté, ça va les aider aussi à travailler les muscles. Parce que pour que la femme accouche facilement, il faut que certains muscles soient en forme, il faut que le tronc soit en forme, il faut que la respiration soit correcte, qui vont l'aider à pousser lors de l'accouchement. Maintenant, les personnes âgées, quand on les voit, ils ont une mobilité réduite. Celui qui courait rapidement avec l'âge, 60 ans, 65 ans, 70 ans, aura du mal à faire les 100 mètres, à moins qu'il est surentraîné. Voilà. Et souvent, il y a la retraite où lorsque la personne faisait des activités, à ces âges-là, il y a eu un repos en général. Alors, pour qu'ils ne perdent pas la mobilité ou bien leur autonomie, ils peuvent aller faire ça dans l'eau parce que dans l'eau facilite les mouvements, donc ils ne feront pas d'efforts dans l'exécution des mouvements et ça les encourage à mieux s'investir pour garder la coordination générale qu'ils ont. J'ai reçu un patient, une maman qui est vraiment en surpoids et qui a des problèmes de dos. Pourquoi? Parce que chaque matin, elle marchait sur une longue distance. Ce faisant, ça fatigue le bassin compte tenu de son poids. Le meilleur, c'est qu'elle le fasse dans l'eau où le dos est protégé, les articulations sont protégées, mais quand même, elle aura les bienfaits du sport. En tout cas, un sport doux qui est recommandé à toute personne, n'est-ce pas? De 7 ans à 80 ans. Et à quelle fréquence? Au minimum 2 fois par semaine. D'accord. Soit en général 3 fois pourrait faire l'affaire. Mais s'il n'y a pas le temps, au moins 2 fois par semaine. Mais 1 fois par semaine, non. 2 fois par semaine. La vie, c'est le mouvement. Donc, il faut bouger tous les jours. À l'origine, Dieu nous a fait pour qu'on bouge. Donc, continuons de bouger et on vivra longtemps. Olo kametete ya kpenare la mentide la menona nyere ne nungba chikona mikabao parce que no lo kametete ya jijiria nyona cha nyona ka ejo nyona subo okay no le wele simea ma chi o kabao enu ma chi kono kabao donc la we subo ya no we subo ala na bena nyona kele kametete mea ola kwe bubure donc no ehia wa tekamea alo wa we kameteterea dọkịta egbere na o kọnjitọ egbere na o nyueto nye ma wele sime va ameke nlate kpọbe na o ma chisi amewa ero ano kpọ kengbe ano we Appelons. Merci beaucoup, monsieur Claude, kinésithérapeute au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Ce sera aussi un grand plaisir de vous retrouver mardi prochain pour un nouveau sujet. Santé d'ici là. Prenez soin de vous. Au revoir.